Au début de cette histoire, nous rencontrerons Yuji, qui était un employé de bureau ordinaire dans une entreprise qu'il exploitait à l'extrême. Un jour, il a littéralement fini par perdre la vie à force de travailler si dur à cause de l'épuisement. Cependant, après sa mort, Yuji s'est soudainement réveillé dans un monde habité par la magie et les monstres, s'étant réincarné en dompteur, une classe considérée comme la plus faible de toutes. Mais après s'être lié d'amitié avec des slims studieux et extrêmement intelligents, Yuji a acquis une grande variété de capacités, ainsi qu'une deuxième classe secrète appelée Sage, qu'il a gardée cachée du reste du monde. Au début de sa nouvelle vie, Yuji agit comme un aventurier. Et au cours d'une mission simple, il est tombé sur un monstre bizarre qui a commencé à l'attaquer, mais avec le soutien de ses slims apprivoisés, Yuji a lancé une puissante boule de feu qui a détruit la créature instantanément. Il retourne ensuite à la guilde des aventuriers avec une collection d'herbes médicinales. Et la quantité d'objets qu'il a collectés a provoqué l'étonnement des réceptionnistes et autres aventuriers qui avaient l'habitude de le sous-estimer. À ce stade, le chef de guilde a reconnu que Yuji n'était pas un dompteur ordinaire, mais avant qu'il ne puisse commenter davantage, son assistant s'est précipité pour signaler que des signaux de fumée avaient été repérés dans la forêt. Yuji entra alors en contact avec les slims stationnés dans la forêt, et à travers eux, il découvrit que des milliers de monstres avançaient vers la ville de toutes parts. Face à cette information, le chef de guilde panique et ordonne l'évacuation immédiate des lieux. Mais malgré cela, les aventuriers se sont portés volontaires pour rester dans la ville et protéger les civils, même s'ils savaient que la victoire était peu probable. À ce moment-là, Yuji s'est avancé et a déclaré qu'il pouvait résoudre la situation. Il sortit un énorme os de dragon de la bouche d'un de ses slims et expliqua qu'en utilisant ses compétences spéciales de dompteur, il serait capable de reproduire les flammes d'un dragon une seule fois à travers cet os et, ainsi, d'éliminer tous les monstres. Malgré l'incrédulité générale, un homme aux cheveux extravagants, qui s'est identifié comme Anana, a affirmé avoir vu un slim Yuji cracher du feu et a demandé à tout le monde de lui faire confiance. Unis par l'espoir, les aventuriers s'organisèrent, distribuèrent des médicaments aux citoyens et prirent des positions défensives aux portes de la ville. Yuji invoqua ensuite son autre invocation, un loup fier qui portait une boue sur son dos. Il a donné au loup un tonique magique qui augmenterait sa vitesse. Positionné à un point élevé avec une vue privilégiée sur le champ de bataille, Yuji regardait les aventuriers utiliser des grenades spéciales remplies d'éclats d'obus et, après cela, affronter les monstres avec des épées et des arcs. Yuji a ensuite remis l'os de dragon dans le slim, car cet objet n'était que décoratif. Avec l'aide de la capacité spéciale du sage appelé Magic Maker, il a commencé un processus de conjuration. Plusieurs fenêtres magiques s'ouvrirent devant lui et son raisonnement était si rapide qu'il pouvait gérer des dizaines de commandes simultanées, ce qui surchargerait facilement une machine commune. Alors qu'il préparait un puissant sort combinant plusieurs types de magie, il reçut un message d'un allié qui était une dryade. Elle et son équipe avaient identifié la présence d'un homme suspect. En utilisant les slims comme caméra de surveillance, Yuji visualisa l'individu et réalisa qu'il manipulait une lanterne et une pierre magique très puissante. Considérant le risque, Yuji a décidé d'agir immédiatement. Avec la dryade et les slims, il lança une offensive. Les slims traversèrent un arbre et, grâce au transfert d'énergie magique effectué par Yuji, réussirent à capturer l'homme à l'aide d'un filet magique. Il érigea ensuite une barrière autour de la pierre et annula la malédiction qui l'entourait, la transformant en un simple rocher inoffensif. Yuji a demandé à ses alliés d'emmener le suspect pour l'interroger, mais l'homme a crié la devise de son organisation terroriste avant d'ingérer du poison et de mourir. Pendant ce temps, le loup fier avait ramené les slims dans la ville. Yuji les a organisés en équipe de soutien aux aventuriers et a transféré la magie du feu afin qu'ils puissent attaquer les monstres. La présence des slims augmenta le moral des combattants, qui disposaient désormais de renforts efficaces. Le réceptionniste de la guilde, qui l'observait secrètement, fut impressionné par son habileté à lancer des sorts. Yuji lui a demandé de rassembler les aventuriers, alors qu'il se préparait à accomplir un grand acte. Il a ordonné aux slims de se positionner à des points équidistants à l'extérieur de la ville, puis leur a transféré sa magie. Grâce à cette connexion, il érigea une gigantesque barrière magique autour de la ville. Après cela, il libéra une magie extrêmement puissante appelée Flamme Finale de l'Enfer, qui s'étendit vers l'extérieur de la barrière, balayant tous les monstres, la forêt et tout ce qui se trouvait sur son passage avec une vague de destruction dévastatrice. Malgré tous ses efforts, la magie de Yuji n'a pas suffi à éliminer tous les monstres. Il se sentait épuisé, car il avait sacrifié sa propre énergie vitale pour invoquer une quantité de magie qui dépassait sa capacité naturelle. N'ayant aucune alternative pour protéger la ville, il répéta le sort de barrière et invoqua à nouveau les flammes finales de l'enfer. Cette fois, il réussit à vaincre les ennemis restants, mais tomba inconscient peu de temps après. Yuji avait besoin de quelques jours pour récupérer. Pendant ce temps, le réceptionniste de la guilde est venu lui rendre visite avec un repas et il a entendu des bruits de célébration venant de l'extérieur. En lui demandant, j'ai appris qu'il était désormais considéré comme un héros. La réceptionniste lui dit au revoir, lui disant de se reposer un peu,
mais lorsqu'elle revint ce soir-là avec une couverture supplémentaire, elle découvrit qu'il avait tranquillement quitté la ville. Il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. La réceptionniste a rapporté cela au maître de la guilde, qui a commenté que le héros avait quitté la ville qu'il avait sauvée sans rechercher la gloire ou les récompenses. Cependant, le maître a révélé qu'il avait enquêté sur l'homme de la forêt avec le cristal et découvert qu'il appartenait à une secte appelée la Lune Bleue du Salut, une secte qui s'était répandue à travers le continent. Yuji avait laissé un Slim caché comme espion, et même de loin, il entendit tout en arrivant à la ville suivante. Le groupe de Yuji attirait beaucoup d'attention dans ce nouvel endroit, et tout le monde avait faim. Pour résoudre ce problème, il a acheté tellement de viande que n'importe quel végétalien en aurait pleuré. Après avoir nourri ses compagnons, il se dirigea vers la guilde des aventuriers locales. Là, on lui a dit que les dompteurs étaient rarement acceptés, mais il a réussi à s'inscrire grâce à ses compétences de pistage, qui étaient très demandées. Alors qu'il examinait le tableau des quêtes, un groupe d'aventuriers s'est approché de lui avec l'intention de le recruter, car ils avaient besoin de quelqu'un avec ses compétences. Parmi eux se trouvait un épéiste nommé Radis, une archère nommée Tina et une guerrière à la lance nommée Lisa. Radis ne cachait pas son dédain pour les dompteurs, mais les filles lui rappelaient que sa réputation était mauvaise, d'autant plus que ses anciens compagnons avaient tendance à disparaître. Face à la pression de ses pairs, il est contraint d'accepter Yuji dans le groupe, sous peine d'être expulsé. Ainsi, Yuji les rejoignit et ils partirent ensemble pour accomplir la mission de localiser un dragon terrestre caché dans la forêt voisine. Au cours de l'expédition, Yuji a utilisé son loup et ses slims pour détecter les monstres dans la région et a surpris les autres par son efficacité dans le pistage. Le groupe a rencontré une petite bande de monstres et Radis a chargé seul, les éliminant tous rapidement. Après cela, il a admis que son opinion sur Yuji s'était améliorée. Durant la nuit, les aventuriers ont parlé de leurs expériences et Radis a démontré ses connaissances de vétéran, proposant même de monter la garde pendant que les autres dormaient. Pendant qu'il se reposait, Yuji rêvait du moment où il arriverait dans ce monde. À cette époque, il était tellement surmené qu'il a confondu la fenêtre du système avec l'écran de son ancien ordinateur au bureau. C'est alors qu'il apprit qu'il était un dompteur et, en touchant un slim, il réussit à l'apprivoiser. La créature l'emmena dans une cabane isolée dans les bois, remplie de livres. En prenant l'un des volumes, Yuji réalisa qu'il regardait l'équivalent magique d'une recette de bombe nucléaire, laissée sans aucune sécurité. Il a découvert qu'il pouvait apprendre la magie simplement en lisant, et peu de temps après, des dizaines de slims se sont approchés de lui, voulant être apprivoisés. Une fois qu'il les a acceptés, les slims ont commencé à lire les livres par eux-mêmes, absorbant des capacités qui ont été automatiquement transférées à Yuji. C'est ainsi qu'il devint un sage, acquérant sans effort des connaissances équivalentes à un doctorat. Cela a marqué le début de son voyage. Depuis lors, une semaine seulement s'était écoulée et il avait déjà sauvé une ville entière. Le rêve fut interrompu par un appel du fier loup, qui l'alerte d'une situation urgente. Radis s'était enfui et les filles l'avaient suivi car elles soupçonnaient ses intentions depuis le début. Maintenant, ils comprirent qu'il avait l'intention de les trahir. L'un des slims a été attaqué par Radis, mais a survécu grâce à sa capacité furtive. La poursuite continua jusqu'à ce que Radis atteigne une tente où il rencontra son patron, un bandit et marchand d'esclaves connu. Radis a rapporté qu'il était accompagné de 2 filles qui rapporteraient de bonnes affaires, et qu'il y avait aussi un dompteur qui, selon lui, mourait seul. Yuji a tout écouté et s'est rendu compte que les rumeurs étaient vraies. Au cours de la conversation, le chef des bandits a évoqué la lune bleue de cette nuit-là et a parlé d'une prophétie selon laquelle une catastrophe tomberait du ciel sous la lumière de la lune bleue. L'homme a ensuite tué l'un de ses subordonnés qui avait osé se moquer de la prophétie. Yuji ne voyait pas la nécessité d'écouter davantage. Décidant d'en finir rapidement, il ordonna aux slims d'encercler la tente des bandits et d'utiliser la magie de glace à distance. Le sort s'est avéré beaucoup plus puissant qu'il ne l'avait prévu. La magie a transformé les tentes en grandes glacières et les bandits en véritables glaces. Les filles furent choquées de voir le résultat du sort, mais Yuji déclara que ces slims auraient pu le faire eux-mêmes, essayant d'esquiver tout mérite. Les slims ont ensuite traîné vers lui le chef des bandits encore gelé. Les filles l'ont reconnu comme un criminel notoire, avec une forte récompense pour sa capture. Impressionnés, ils ont dit que Yuji aurait dû leur dire plus tôt, car il lui aurait fait davantage confiance. Cependant, Yuji se souvenait de la douleur et des responsabilités qu'il avait portées dans le passé et n'avait pas l'intention de sacrifier une autre vie pour les obligations des autres. Pourtant, il en est venu à considérer les filles comme suffisamment dignes de confiance pour connaître certaines de ses capacités. Alors qu'il parlait d'installer un camp dans un autre endroit, Yuji a lancé un slim dans le ciel avec un bang sonique. La créature s'est comportée comme un drone et a identifié un bon endroit pour camper. Là, les slims installèrent des tentes, allumèrent un feu et préparèrent le repas selon les instructions de Yuji. Les filles sont restées sans voix à ce moment-là, mais ont fini par s'endormir après. Pendant la nuit, Yuji ne parvenait pas à sortir de son esprit la prophétie mentionnée par le chef des bandits et la présence du culte appelé la Lune Bleue du Salut. Le lendemain, le groupe a repris ses recherches sur le dragon terrestre, mais n'a trouvé aucune trace de la créature. Les filles ont encouragé Yuji, en disant qu'avec sa capacité et celle des slims,
ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne localisent le dragon. Yuji pensait qu'ils étaient trop confiants. Puis il se souvint du jour où il avait passé l'examen d'évaluation pour devenir aventurier. Le cristal magique utilisé pour mesurer son potentiel s'était brisé à l'instant où il l'avait touché. Il a ensuite invoqué une boule de feu suffisamment puissante pour détruire complètement un énorme rocher. L'instructeur et les autres candidats furent stupéfaits par cela. Depuis lors, Yuji évite d'attirer l'attention sur lui. Il a activé une compétence de limitation magique pour réduire sa puissance et attester son efficacité à travers les slimes, lançant des sorts faibles sur les monstres proches. Bien qu'ils ne soient pas mortels, ces sorts étaient néanmoins suffisants pour vaincre les ennemis. Mais soudain, le ciel devint violet foncé et la lune bleue se leva en plein jour. Les slimes ont informé Yuji qu'ils ressentaient quelque chose d'étrange et pouvaient voir des tempêtes et des éclairs parmi les nuages. Puis, une lumière intense tomba du ciel. Dès qu'elle toucha le sol, la lumière provoqua une explosion gigantesque qui détruisit toute la zone forestière, comme s'il s'agissait d'une détonation magique à grande échelle. Peu de temps après, le ciel violet s'est dissipé. Cette explosion n'était cependant que le début. La véritable menace se révélait dans la figure d'un immense dragon bleu, dont la chute avait causé toute cette destruction. Au vu de cela, Yuji ordonna une évacuation immédiate avec l'aide des slimes et avertit les filles qu'elles étaient proches d'un dragon beaucoup plus grand et plus fort que le dragon de terre. Tena a pris la tête du groupe et les a guidés vers une zone surappelée Ecstasy Canyon, connue pour ses vents intenses qui éloignaient les monstres. Yuji n'était pas sûr qu'ils seraient en sécurité là-bas et ordonna aux fiers loups et aux autres d'aller vérifier l'endroit. Les monstres trouvés dans le canyon ont été vaincus par les slimes en utilisant uniquement une magie faible, grâce à la capacité de partage de compétences. Cependant, une rafale de vent extrêmement forte les a presque projetés dans les airs. Après enquête, ils ont découvert que son origine était cachée parmi les rochers. Peu de temps après, un ours rouge géant a commencé à les poursuivre. Malgré leur peur du loup, les slimes ont réussi à vaincre la créature et tout le monde a quitté le canyon en toute sécurité. Alors qu'ils informaient Yuji de leur succès, le sol sous leurs pieds commença à se fissurer. Soudain, le dragon de terre apparut devant lui. Les filles se sont immédiatement cachées, mais Yuji a décidé de lui faire face. Il a commencé à utiliser des sorts faibles, mais aucun élément ne semblait affecter les écailles résistantes de la créature. Le dragon contre-attaqua en lançant des pierres vers les filles. Yuji a répondu avec une attaque de balles de pierre et a détruit les projectiles, sauvant ses compagnons. Alors que le deuxième affrontement était sur le point de commencer, Yuji remarqua quelque chose alors que le dragon s'enroulait et chargeait en avant comme une attaque rotative. Il a esquivé au bon moment et a ensuite ordonné à tous ses slimes de tirer des balles de pierre. Les attaques n'ont pas causé de dégâts visibles, mais cela faisait partie de leur stratégie. Lorsque le dragon essaya de l'attaquer à nouveau, il fut surpris par une rafale de vent qui le fit dévier de sa trajectoire. À cet instant, Yuji invoqua sa compétence flamme finale de l'enfer et porta le coup fatal. Lorsque les filles sortirent de leur cachette, elles ne trouvèrent que les os du dragon restants. Impressionnés, ils lui ont demandé comment il avait fait cela. Tina a suggéré une explication alternative, disant que peut-être Yuji avait utilisé des minerais inflammables sous les rochers pour faire exploser l'ennemi. Le groupe est retourné à la guilde et a rapporté qu'ils avaient trouvé et vaincu le dragon de terre. La réceptionniste n'y croyait pas jusqu'à ce qu'un des slimes jette le crâne du dragon sur le comptoir. Puis elle a demandé ce qui était arrivé à Radis. Yuji répondit en ouvrant le sac de Slim, qui révéla le corps gelé de Radis ainsi que les autres bandits. La récompense pour avoir vaincu le dragon et capturé les criminels était généreuse. Les 3 membres de l'équipe de Yuji sont devenus millionnaires instantanément. Cependant, cela a attiré l'attention du maître de la guilde, un homme avec un cache-œil qui voulait parler à Yuji en privé. Ce maître de guilde, connu sous le nom de Capitaine Eyepatch, a organisé une conférence avec les personnes les plus fortes et les plus influentes de la ville. Le sujet était de savoir comment vaincre le dragon bleu. Yuji, déjà fatigué de ce genre de réunion, se dit que cette réunion aurait très bien pu être résolue par message, même s'il ne se permettait plus de perdre du temps avec des commentaires non pertinents. Le capitaine Eyepatch a demandé à Yuji de décrire le dragon bleu, car il l'avait vu de près. En réponse, Yuji a utilisé l'une de ses capacités pour extraire la créature de sa mémoire. L'image détaillée a choqué tout le monde présent. Le prêtre assis devant Yuji ouvrit un ancien livre sacré et révéla une illustration identique, accompagnée d'un récit ancien. Selon le livre, ce même dragon serait descendu sur Terre depuis un ciel obscur et aurait grandi au point de détruire un continent entier en seulement 3 jours. Sa défaite n'a été possible que grâce à un émissaire divin, porteur du pouvoir des dieux. Le capitaine Eyepatch a déclaré qu'il n'y avait aucun guerrier avec de telles capacités dans les temps modernes. Il a cependant rappelé que, 30 ans plus tôt, lors d'une éclipse solaire survenue au solstice d'été, les prêtres de la grande cathédrale de la capitale avaient procédé à une cérémonie d'invocation spirituelle. Le but était de ramener du futur un guerrier qui surgirait après 30 ans pour empêcher une catastrophe. La date de cette invocation coïncidait exactement une semaine plus tôt, et Yuji resta silencieux, ne révélant pas qu'il était arrivé dans ce monde ce jour-là même. Le prêtre conclut que la cérémonie avait probablement échoué et que l'émergence du dragon pouvait être un effet secondaire du déséquilibre causé. Cependant,
le ciel s'assombrit à nouveau. Les Slims ont informé Yuji que le dragon bleu grandissait en taille. Yuji a relayé cette nouvelle aux autres participants à la réunion, et la panique s'est emparée de la salle. Cependant, le capitaine Eyepatch a déclaré qu'il ne pouvait pas battre en retraite. À l'aube, il rassemblerait toutes les forces disponibles pour attaquer le dragon. Plus tard, alors qu'il était dans un restaurant, Yuji ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la bataille imminente. Tina et Lisa se sont approchées pour dire qu'elles rejoindraient le groupe de travail de chasse au dragon, motivés par la grosse récompense promise. Ils ont tous deux dit qu'ils étaient convaincus qu'avec Yuji à leur côté, rien n'irait mal. Alors que les deux s'éloignaient, le prêtre qui avait participé à la réunion s'est approché de Yuji. Il s'est présenté comme étant Steel, de la grande cathédrale de la capitale, et a déclaré qu'il devait lui livrer quelque chose. Emmenant Yuji à l'église la plus proche, Steel sortit un vieux poignard usé d'une boîte. Il a expliqué que, selon une prophétie, Dieu l'avait guidé jusqu'à ce moment pour remettre l'arme à celui qui la méritait. Bien que de nombreux prêtres connaissaient l'objet et son nom, personne ne connaissait avec certitude son véritable pouvoir. Steel, cependant, croyait que Yuji serait capable de l'utiliser correctement. Le poignard s'appelait la lame de Keti. Il était incassable, béni et avait la capacité de concentrer la magie de l'utilisateur dans sa pointe. Steel déclara que l'arme appartenait désormais à Yuji, car c'était la volonté divine. Cette nuit-là, Yuji revint réfléchir à la bataille du lendemain. On se demandait combien de vies seraient perdues. Le ciel redevint violet et les Slims rapportèrent que le dragon absorbait la magie qui l'entourait, augmentant encore plus sa taille. Yuji se souvint encore de son évaluation en tant qu'aventurier, lorsqu'on lui avait dit que sa magie était absurdement puissante. Pour la première fois, il pensa qu'il serait peut-être capable de vaincre le dragon bleu s'il faisait de son mieux. Chevauchant le loup de la fierté et accompagné de ses Slims, Yuji partit immédiatement à la recherche de la créature. Il n'a laissé qu'un seul Slim en première ligne, avec pour mission d'attaquer le dragon. Comme sa compétence ultime, flamme finale d'extermination, n'était pas efficace à longue portée et contre une seule cible, il a opté pour la version appelée flamme finale d'annihilation, la transférant sur le Slim isolé. La boule de feu gigantesque fut lancée sur le dragon, mais malgré sa faiblesse au feu et à la magie sacrée, l'attaque n'eut aucun effet. Le dragon devint encore plus enragé. Avec un rugissement, la créature rassembla de l'énergie et lança des rayons destructeurs sur Yuji, qui se protégea en utilisant sa magie de barrière. Le dragon commença à absorber encore plus de magie de la forêt, devenant de plus en plus grand. Les Slims ont demandé si Yuji avait un autre plan. Il savait qu'il ne pouvait compter que sur la lame de Keti. Il décida de s'approcher du dragon pour lui porter un coup direct. À l'aide de barrières physiques créées comme plateforme, Yuji a sauté d'une falaise et a fait face à la créature. Le dragon lança une autre attaque, mais Yuji la bloqua avec ses barrières, qui se brisèrent d'un seul coup. Il atterrit en toute sécurité et courut vers l'ennemi. Le dragon se préparait à lancer une autre attaque énergétique. Yuji lança un Slim dans sa direction, transférant la barrière vers lui, et neutralisant ainsi l'attaque. Il se positionna sous le corps colossal de l'ennemi et, avec l'aide de plateformes magiques créées par des barrières, sauta à nouveau jusqu'à atteindre le niveau de la tête du dragon. Il a essayé de lancer un autre rayon, mais Yuji l'a interrompu avec une boule de feu provenant d'un des Slims. Profitant de l'opportunité, Yuji avança et perça l'œil de la créature avec le poignard, concentrant la magie des flammes finales d'extermination en elle et la canalisant directement dans le cerveau de l'ennemi. Pendant un bref instant, Yuji crut qu'il avait gagné. Cependant, le dragon le jeta d'un coup de queue, le faisant s'écraser violemment contre les rochers. Blessé, le dragon était désormais furieux, sur le point d'entrer dans un état de rage totale. Yuji avait déjà épuisé presque toute sa réserve magique et ses points de vie étaient bas. Le dragon a lancé une autre attaque. Yuji a érigé de nouvelles barrières, mais elles ont continué à être détruites. Affaibli, Yuji était en difficulté. En dernier recours, il décida d'utiliser un sort divin pour geler l'ennemi, mais reçut une notification indiquant que le sort frappe divine serait disponible dans 45 secondes. Déterminé, Yuji activa le sort dès qu'il le put. Un éclair colossal frappa le dragon et l'étourdit. Puis, Yuji monta à nouveau sur son loup, sauta vers la créature, planta le poignard dans son cou et libéra une fois de plus les flammes finales. Cette fois, l'attaque était suffisamment forte. L'explosion a fait disparaître le dragon bleu au milieu d'un feu d'artifice brillant. Le ciel et la lune sont revenus à la normale. Cependant, à son retour, Yuji n'a pas remarqué que l'énergie résiduelle de la bataille avait commencé à provoquer d'étranges changements dans les environs. Le lendemain matin, le capitaine Eyepatch est venu le voir et l'a réveillé, lui disant que, selon des sources de la cathédrale, il avait découvert que quelqu'un avait vaincu le dragon bleu. Il était clair qui avait vaincu le dragon, et le capitaine Eyepatch a commenté que Yuji aurait pu appeler des renforts avant d'aller l'affronter seul. Plus tard dans la journée, Yuji a déjeuné avec Tina et Lisa,
qui ont regretté de ne pas avoir eu la chance de participer à la bataille et de gagner la récompense promise. Yuji leur a dit qu'il partirait bientôt pour une autre ville et leur a demandé des suggestions d'endroits intéressants. Lisa a suggéré une ville voisine connue pour son excellente cuisine. Yuji était enthousiasmé par l'idée, mais il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de dragon là-bas. Il a donc dit au revoir et a laissé quelques-uns de ses slimes aux filles, en cas d'urgence. Pendant le voyage, Yuji a reçu un message de la Dryade lui demandant de venir la voir. Il changea d'itinéraire et partit à sa recherche, se demandant si quelque chose de grave s'était produit. Cependant, à son arrivée, elle voulait seulement lui montrer les champignons qui avaient poussé à l'endroit où il avait affronté le dragon. Selon la Dryade, ces champignons pourraient l'aider à découvrir la vérité sur le monde s'il les utilisait. Elle a expliqué qu'avec eux, elle serait capable de créer des potions de sauge et des potions de restauration de mana du plus haut niveau. Yuji a ordonné aux slimes de ramasser tous les champignons de la zone. La Dryade commença à préparer des potions bleues avec les ingrédients, prétendant connaître la recette grâce à d'anciens enseignements. Cependant, elle avait besoin d'eau extrêmement pure pour compléter la formule. Yuji lui a ensuite appris à créer de l'eau distillée grâce à la magie. Pendant la préparation, la Dryade se souvenait de la première fois où ils s'étaient rencontrés. À l'époque, elle était dans un état critique et Yuji avait partagé son énergie magique pour la sauver. Elle a dit que quelqu'un avait laissé une pierre magique qui avait aspiré toute sa force vitale et celle de la forêt environnante. Yuji avait levé la malédiction de la pierre, et lorsque les monstres en sortirent, il les scella avec des barrières et les détruisit avec des flammes infernales. Reconnaissante de son aide, la Dryade lui offrit des fleurs médicinales rares, qu'il livrerait plus tard à la guilde de la première ville. Depuis, elle est devenue une alliée fidèle. Maintenant, Yuji demanda pourquoi la couleur de la potion ressemblait à celle de la pierre magique. La Dryade expliqua que cela était dû à la grâce du dragon, un pouvoir qui reste dans le monde après la mort d'une créature de cette ampleur. Ce pouvoir s'était infiltré à la fois dans la pierre et dans les champignons. C'était une énergie neutre, mais extrêmement dangereuse si elle tombait entre de mauvaises mains. Lorsque l'eau fut prête, la Dryade termina de créer la potion bleue. Heureuse, elle serra Yuji dans ses bras et lui tendit les potions promises avant de retourner dans la forêt. Yuji continua son voyage jusqu'à la côte suivante, mais rencontra bientôt un épais brouillard. Votre loup a détecté des odeurs humaines dans la région. Guidés par leur odorat, ils trouvèrent un village caché parmi les arbres, où les habitants souriaient étrangement en les voyant. Le chef du village les a accueillis et leur a proposé de passer la nuit sur place, prétextant qu'il serait dangereux de continuer à voyager pendant le brouillard nocturne. Lorsque Yuji a refusé, l'homme a insisté pour qu'il dîne au moins avec eux. Le patron lui a offert un pain à moitié mangé et du vin, mais Yuji s'est rendu compte qu'il n'avait pas faim. L'hôte lui a alors demandé comment il avait trouvé le village. Yuji répondit qu'il était en route vers une autre ville, mais qu'il avait été détourné par le brouillard. Tous les habitants le regardaient en silence. Le chef a expliqué que les gens là-bas n'étaient pas habitués aux voyageurs. En apprenant que le village s'appelait Messia, Yuji décida de partir. Cependant, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet endroit. Reprenant son voyage, Yuji repéra bientôt sa destination. Cependant, il a trouvé la ville couverte de neige, même si c'était encore l'été. Le temps avait soudainement changé. Il entra dans la ville, ressentant un froid bien plus intense qu'il ne pouvait le supporter. Il a vérifié ses capacités et en a trouvé une qui lui permettait d'ériger une barrière isolante, réchauffant son corps. Alors qu'il s'approchait des portes, un garde lui expliqua que le temps avait changé brusquement il y a une dizaine de jours, et que certaines personnes étaient mortes à cause de cela. Et malgré la situation, le garde a également indiqué où se trouvaient les meilleurs restaurants de la ville. Yuji remarqua cependant que l'endroit semblait aussi désert qu'une ville fantôme. Il s'est rendu dans le restaurant le plus célèbre de la région, mais a appris qu'ils étaient à court de bois de chauffage alors qu'ils essayaient de garder l'endroit au chaud. Ils n'avaient aucune perspective de réouverture. Comme la collecte du bois générait désormais plus de fumée que de chaleur, ils ont décidé de suspendre l'activité. Yuji a donc pris l'initiative de résoudre le problème lui-même. Ne sachant pas exactement quels arbres étaient adaptés à la cuisine, il invoqua sa hache de combat et commença à couper tous les arbres à sa portée. Il transforma les bûches en bois de chauffage et ordonna aux slimes d'absorber l'humidité du bois. Bientôt, le bois de chauffage était prêt à être utilisé. Il l'a apporté au chef du restaurant, qui s'est plaint que le bois était trop sec et brûlerait trop fort pour être utilisé en cuisine. Pour résoudre ce problème, Yuji a remis un peu d'humidité dans les bûches, ajustant le bois jusqu'à ce qu'il atteigne le point idéal. Le patron a été impressionné par la qualité du matériel. Il a tenu à expliquer en détail les propriétés du feu généré par ce bois, avant de se concentrer enfin sur son travail et de promettre de préparer quelque chose de spécial. Yuji leur a assuré qu'il pourrait fournir plus de bois de chauffage si nécessaire. Le volume de bois accumulé dans la cuisine était suffisant pour laisser le chef complètement stupéfait. Les slimes ont réhydraté le bois de chauffage jusqu'à ce qu'il atteigne le point idéal, puis le chef a préparé le meilleur steak que Yuji ait jamais goûté de toute sa vie. Satisfait du repas, il entendit que ce n'était pas encore le plat le plus raffiné du restaurant, mais qu'en raison de la pénurie de bois de chauffage, le chef avait opté pour quelque chose de rapide. Déterminé à essayer le plat principal de la maison, Yuji se rendit à la guilde,
où toutes les quêtes disponibles étaient liées à la collecte de bois. La réceptionniste l'envoya à la porte et pour rencontrer l'homme chargé d'extraire et de fournir du bois de chauffage, un homme nommé Wotka. Wotka était quelqu'un qui avait consacré sa vie à abattre des forêts entières, motivé par son mépris pour les jeunes qui prêchaient la préservation de l'environnement. Il a expliqué que même avec l'aide des villages voisins, il n'était pas en mesure de fournir suffisamment de bois de chauffage à la ville. Yuji a demandé si le village de Messia faisait partie de ceux qui collaboraient, mais Wotka a répondu que ce village avait été abandonné il y a longtemps. Trouvant l'information étrange, Yuji décida de se concentrer sur la collecte pour le moment. D'un seul coup, il abattit des milliers d'arbres, ce qui laissa Wotka et les autres bûcherons sous le choc. Il a ensuite demandé quelle était la taille standard requise par la guilde, et Wotka, toujours dans un état second, a simplement hoché la tête tandis que Yuji terminait le travail en quelques secondes. En utilisant les boues pour sécher le bois, il se prépara bientôt à en couper encore plus. Il ramena le premier chargement à la guilde, où la réceptionniste resta bouche bée devant son efficacité. Là, Yuji apprit l'existence d'un ancien dompteur légendaire qui transportait également des objets à l'aide de ses slims, information qu'il décida de confirmer auprès de Steel dès qu'il le rencontrerait à nouveau. Mais à ce moment-là, il avait besoin de stocker tout le bois de chauffage qu'il avait ramassé après avoir défriché la forêt voisine. Ce bois ne durerait que 3 jours, alors Yuji entreprit de raser également les forêts voisines, abattant tous les arbres matures en vue. Avec cela, Wotka alternait entre le bonheur et l'envie. Et le lendemain, Yuji est retourné au restaurant pour goûter le ragoût mondialement connu. L'explosion de saveurs justifiait tous les efforts de la veille. Cependant, selon le chef, ce n'était toujours pas son meilleur plat, car la source des herbes les plus raffinées était endommagée par des monstres qui consommaient les meilleures plantes. Yuji a demandé quel genre de créature était à l'origine de cela et s'est immédiatement rendu aux fermes d'herbes. Là, il divisa ses slims en 2 groupes, l'un pour protéger les champs et l'autre pour traquer les envahisseurs. L'équipe de recherche a trouvé le monstre responsable, un sanglier géant ressemblant à un tricératops. Yuji a transféré la magie du feu aux slims, qui l'ont éliminé avec précision puis ont traqué tous les autres monstres de la zone. Au cours du processus, les slims ont découvert un étrange cristal brun. Même la dryade ne savait pas de quoi il s'agissait. Lorsque Yuji toucha le cristal pour enquêter, il commença à absorber son énergie, et il en déduisit qu'il s'agissait de la grâce du dragon. La dryade a convenu que c'était une possibilité, car le cristal absorbait trop de magie et avait refroidi toute la région. De plus, elle pouvait sentir que le cristal émanait de la magie humaine, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'une création artificielle. Yuji a utilisé son sort de purification pour annuler le cristal, qui s'est ensuite transformé en une pierre ordinaire. Il a ordonné aux autres slims de se disperser et de localiser davantage de cristaux similaires. Toute la zone en était infestée. À l'aide d'une carte, Yuji remarqua que les cristaux étaient disposés en un cercle parfait. Guidé par son instinct, il se dirigea vers le centre de cette formation, où tout semblait normal, mais il y avait quelque chose de caché. Il ordonna aux slims de se retirer et demanda à la dryade de fermer les yeux, car il ne voulait pas qu'elle voie la destruction qu'elle était sur le point de provoquer. Elle répondit qu'il serait préférable de détruire une partie de la forêt plutôt que de permettre à cette magie anormale de compromettre l'ensemble de l'écosystème. Avec cela, Yuji libéra les flammes finales et détruisit toute la zone. Au centre du cratère formé par son attaque, une entrée secrète est apparue. Il a décidé d'entrer et d'éliminer la source de ce froid magique, également motivé par le désir de goûter à nouveau au plat de la ville. Il enfonça la porte d'un coup de pied et découvrit une fosse profonde, clairement creusée par des mains humaines, qui menait à un donjon souterrain. Il ordonna à la dryade et au loup de fierté de revenir, tandis que les slims exploraient les environs. Ils ont trouvé un laboratoire de haute technologie à proximité. Yuji commença à douter que cette technologie appartienne réellement à ce monde. Peu de temps après, les slims ont fait une découverte encore plus importante. Le laboratoire produisait des pierres magiques rouges qui absorbaient la magie. Soudain, des ouvriers se sont précipités dans le laboratoire. Ils ont fait remarquer que le groupe actuel avait échoué et se sont précipités pour avertir leur supérieur, un homme nommé Jarvis. Yuji a décidé de retrouver ce scientifique, mais sa tentative de s'enfuir a été entravée par les sauts prudents de ses slims, ce qui a attiré l'attention. Pour contourner ce problème, il a activé la capacité furtive du monstre sur eux et les a laissés chercher plus d'indices. Il retourna dans la forêt, où 2 de ses slims l'informèrent qu'ils avaient suivi 2 ouvriers dans une pièce. Ils se faufilèrent à travers une fente de la porte jusqu'à atteindre une porte en fer, qui ne pouvait être ouverte qu'en tirant simultanément sur 2 leviers. Sous les ordres de Yuji, les slims ont ouvert la porte et ont continué leur recherche jusqu'à ce qu'ils trouvent un escalier. Ils l'ont escaladé et pendant ce temps, Yuji les a suivis à l'extérieur, au-dessus de la surface. L'endroit où les slims ont émergé du donjon était précisément le village de Messia. Là, ils trouvèrent les 2 hommes rapportant tout à Jarvis, le même homme qui s'était fait passer pour le chef du village, mais qui était en réalité un membre de la secte de la Lune Bleue du Salut. Il utilisait le village abandonné comme base pour produire des pierres magiques. L'explosion provoquée par l'attaque précédente de Yuji avait sérieusement endommagé les machines du groupe,
rendant impossible la création de nouveaux cristaux magiques. Ravière a paniqué et a organisé une équipe pour récupérer les cristaux de minerais maudits de la forêt. Il a ordonné que tous les témoins soient éliminés, car ils n'étaient plus utiles à ce village. Yuji réalisa que la situation devenait incontrôlable et, avant que la secte ne puisse agir, il ordonna aux Slim d'encercler le village et de rester à une distance de sécurité. Son étape suivante fut de rechercher des habitants qui ne faisaient pas partie du culte et d'explorer la région, mais il ne trouva personne avec ces caractéristiques. Les Slim ont découvert une bibliothèque et Yuji leur a demandé de lui apporter tous les livres et documents. Les Slim les ont avalés pour faciliter le transport. Les terroristes envoyés pour récupérer les cristaux maudits ont fini par heurter les Slim et ont été piégés par un filet magique. Mais au lieu de se laisser capturer, ils ont préféré mettre fin à leur jour. Yuji resta concentré sur la mission et dit aux Slim de suivre le plan. Certains Slim ont signalé avoir rencontré une porte extrêmement étroite qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Il n'y avait pas de levier visible, mais Yuji remarqua des circuits sous 5 bougies. Il a positionné les Slim devant eux et les a tous effacés en même temps. La porte s'ouvrit, révélant un trésor gardé par un squelette humain qui avait été nommé Sentinelle, mais qui avait été oublié de tous. Lorsqu'un des membres de la secte est revenu sur le site et a vu la porte secrète ouverte, il a été choqué de réaliser que le trésor et tout le matériel de recherche avaient disparu. Elle a informé Ravière, qui a également découvert qu'ils avaient perdu le contact avec l'équipe de recherche. Les cultistes étaient désormais certains que quelqu'un de très puissant était derrière les attaques, mais l'un d'eux se demandait pourquoi cet envahisseur ne les avait pas encore éliminés. Ravière a suggéré que l'agresseur connaissait l'existence de la flamme purificatrice, qui s'activerait si tout le monde était tué, détruisant toute la région. Yuji se remercia mentalement d'avoir acquis cette information à temps, car il était sur le point de tout les détruire. Ravière, cependant, a décidé qu'il affronterait l'envahisseur à tout prix, et sous son commandement, tous les membres du culte se sont suicidés pour activer la flamme purificatrice. Cette flamme était reliée à un réacteur qui semblait provenir d'une autre réalité. La fusion du réacteur a provoqué de violentes secousses dans tout le village. Yuji, voyant la gravité de la situation, ordonna aux Slim en détresse de se rassembler et les positionna à l'intérieur d'une barrière sphérique avant de les lancer dans le ciel. Il a ensuite érigé 3 barrières différentes autour du village. Dès que la boue a atterri en toute sécurité, le sol à l'intérieur du périmètre s'est fissuré et une flamme vert foncé a émergé. La force de la flamme dépassait les limites des barrières et Yuji réalisa qu'il devrait recourir au plan B. Comme il n'y avait aucune barrière dans sa liste de sorts qui pouvait la contenir, il décida d'en créer une nouvelle. Il a combiné la magie annulant les malédictions avec la magie de la glace et a formulé un sort appelé la matrice d'isolement total. Il a utilisé cette technique pour enfermer la flamme purificatrice dans une structure fermée parfaitement formée capable de la contenir. Le sort, cependant, consommait une quantité absurde d'énergie magique, et les points magiques de Yuji entraient déjà en déficit. Pour maintenir la technique, il a également commencé à consommer ses points de vie. Alors que la flamme se pressait contre la barrière et que sa vitalité diminuait, Yuji ne pouvait qu'espérer qu'il tiendrait jusqu'à la fin. Au plus fort de l'affrontement, la flamme a traversé le haut de la barrière, se dissipant en quelques secondes. Yuji a survécu, avec un peu de santé restante. Peu de temps après que le danger fut passé, le fier loup sortit effrayé de sa cachette. Yuji lui a dit qu'il n'y aurait pas de dîner pour quiconque se soustrait à son devoir. De retour en ville, les habitants s'inquiétaient de la disparition de Yuji car il était parti chasser les sangliers. Ils ont commenté qu'il avait manqué 2 énormes explosions, qui ressemblaient à des météores tombant du ciel. Mais grâce à ces explosions, la neige a finalement commencé à fondre et le climat de la ville est rapidement revenu à la normale. Les villageois ont organisé une véritable pendaison de crémaillère pour célébrer l'événement, et Yuji a été honoré en tant qu'invité d'honneur pour avoir fourni le bois de chauffage indispensable. Après avoir également vaincu le monstre sanglier, le chef a préparé le meilleur ragoût avec les meilleurs ingrédients disponibles. Avec une seule bouchée, Yuji atteignit un état de satisfaction si profond qu'il s'évanouit avec un sourire sur son visage. Il se réveilla dans sa chambre en pensant encore au goût du plat et décida alors de vérifier les documents qu'il avait récupérés à Messia. Au moment où il a ouvert le premier parchemin, tout son contenu a disparu à cause d'un sort contre les copies non autorisées. Cela a continué jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul document avec du texte. Sur ce parchemin étaient inscrits les noms des personnes persécutées par la secte de la Lune Bleue. Yuji fut choqué de voir que le dernier nom sur la liste était le sien. Un groupe d'assassins avait été envoyé pour le tuer. Parmi eux se trouvait une femme portant une armure révélatrice et un homme masqué qui affichait une volonté manifeste de se battre. La femme a averti son partenaire qu'il ne devait rien faire tant qu'elle n'avait pas confirmé que Yuji était effectivement une menace. Une fois cela fait, elle prendrait sur elle de prolonger sa souffrance jusqu'à la mort. Alors qu'il parlait, le tueur masqué aperçut Yuji marchant dans la forêt, utilisant des yeux magiques avec une portée meilleure que n'importe quel télescope. Yuji avait quitté Gourmet City dès qu'il avait appris que la secte avait envoyé des assassins à sa poursuite. À la suggestion du réceptionniste de la guilde, il se dirigeait maintenant vers une ville connue pour produire des armures fabriquées à partir de monstres, idéales pour un dompteur comme lui. Les Slim étaient également enthousiasmés par le voyage,
car il s'attendait à recevoir un grand coup de pouce une fois sur place. Cependant, l'un des Slim a alerté Yuji qu'ils étaient surveillés. Il s'en était déjà rendu compte et, avant même que les assassins ne le trouvent, il les observait déjà à travers un Slim espion bien positionné. Les tueurs se sont approchés. L'homme masqué a utilisé sa vision magique pour confirmer que sa cible dormait paisiblement au milieu de la forêt. Il voulait le tuer immédiatement, mais la femme rousse préférait agir avec prudence. Elle a averti son partenaire qu'il ne devait agir que s'il était prêt à mourir, et après une longue veillée, elle a conclu que Yuji n'était qu'un dompteur ordinaire. La femme a décidé d'observer Yuji pendant une journée entière avant de prendre une décision. Yuji a écouté tout ce qu'ils ont dit et a confirmé qu'ils étaient bien des assassins envoyés par la secte de la Lune Bleue. Il voulait s'occuper d'eux immédiatement, mais s'ils étaient obligés de fuir, cela entraînerait une prime encore plus grande sur leur tête, et il ne voulait pas ce genre d'attention. Il s'en est donc tenu à son plan initial et a continué jusqu'à la ville suivante, où il a visité l'atelier d'un célèbre forgeron. Les tueurs l'observaient tandis qu'il observait les prix des produits, qui dépassait clairement ses capacités financières. Découragé, Yuji a quitté le magasin après avoir été chassé. Il a ensuite heurté un homme et s'est excusé à plusieurs reprises. Il s'est arrêté à un stand de fruits et a fait semblant d'être quelqu'un sans ressources. Les assassins commencèrent à se sentir déçus, croyant que leur cible était encore plus médiocre qu'ils ne l'avaient imaginé. L'homme masqué était convaincu que Yuji ne représentait aucune menace, mais la femme aux cheveux roux attendait toujours une preuve concrète. En guise d'acte final, Yuji a accepté une mission de chasse aux monstres de bas niveau. Les assassins ont continué à l'observer alors qu'il agissait comme un dompteur typique, en voyant le loup Pride affronter 3 taureaux plus gros que lui. Le loup, initialement effrayé, a vaincu le premier par simple instinct. Les Slim l'encouragèrent avec enthousiasme et le loup commença à se souvenir de sa force. Yuji se souvenait également de la façon dont il avait rencontré ce loup. Lors de leur première rencontre, l'animal était extrêmement agressif et a tenté de l'attaquer, mais s'est retrouvé piégé dans un filet magique. À ce moment-là, son agressivité a disparu, il a commencé à pleurer et à supplier de ne pas être tué. Ainsi, il a été domestiqué. Maintenant qu'il reconnaissait sa propre force, le fier loup vainquit facilement les 2 monstres restants. Les assassins ont commencé à reconsidérer leur évaluation initiale, pensant que Yuji pourrait être plus capable qu'il n'y paraissait. Cela allait à l'encontre du plan, alors Yuji lança un sort de guérison sur les taureaux, les obligeant à se lever. Ils attaquèrent à nouveau et le loup les vainquit à nouveau. Yuji répéta ce processus plusieurs fois, essayant de convaincre les assassins que sa force était ordinaire, mais le loup restait déterminé à les vaincre. N'ayant pas d'autre choix, Yuji renforça les taureaux, qui commencèrent à poursuivre leurs compagnons avec plus de férocité. Les taureaux étaient maintenant assez forts, et Yuji envisagea également de renforcer le fier loup, mais pour la première fois, l'animal montra de la fierté et dit qu'il finirait le combat tout seul. Il a vaincu les monstres à lui seul, et les assassins sont finalement arrivés à la conclusion que Yuji et ses créatures n'avaient rien de spécial. L'un des taureaux avait encore de la force et chargea Yuji, qui invoqua instinctivement une épée et le vainquit d'un seul coup, brisant ainsi l'apparence qu'il essayait de maintenir. Les assassins furent déconcertés par ce comportement, mais après quelques minutes de silence, ils conclurent que Yuji n'était qu'un dompteur ordinaire. Ils ont alors décidé de revenir et de signaler l'incident à leurs supérieurs. Yuji fut soulagé et rappela le Slim qui les espionnait tous les deux. Il pouvait encore les entendre parler et savait que leur prochaine cible était le prêtre Steel. Lorsque les assassins ont remis le rapport à leur chef, il leur a demandé d'enquêter sur qui était derrière l'incident à Messia. Il a également ordonné que la prochaine cible soit analysée avant son exécution. Les deux ont commencé à planifier comment ils tueraient Steel, et Yuji a conclu qu'ils étaient trop dangereux pour rester en vie. Il a ordonné à l'un de ses Slims d'utiliser la magie de la glace pour les geler. Les deux n'ont pas eu le temps de réagir et se sont transformés en figurines de glace humaine. Peu de temps après, Yuji a commencé à se demander pourquoi la secte en avait après Steel et comment leur chef connaissait le prêtre. Le lendemain, il retourna à l'armurerie et le préposé lui dit de partir. Cette fois, Yuji a répondu qu'il avait les fonds nécessaires. Son objectif était de commander des armures pour ses Slims. L'employé a déclaré que Maître Jegle était un artisan renommé, mais qu'il refuserait de fabriquer quoi que ce soit pour les Slims de Lily. Jegle, en entendant cela, s'est mis en colère contre son apprenti et a dit que lui seul pouvait décider qui assisterait à la réunion. Il salua Yuji et observa l'un des Slims pendant un moment avant de réprimander l'assistant, disant qu'il avait presque renvoyé les clients les plus puissants qu'ils aient jamais reçus. Yuji a été impressionné par la capacité de jugement de l'artisan. Jegle a expliqué qu'il n'avait actuellement aucune armure capable d'égaler la force des Slims et du Pride Wolf. Il lui faudrait les forger à partir de zéro, mais il y avait un problème. Il n'avait pas les matériaux nécessaires. L'apprenti fut surpris d'apprendre que les Slims étaient si puissants, mais Jegle expliqua que le dompteur et ses créatures formaient une unité, et que c'était la plus forte qu'il ait jamais vue. Yuji pensait qu'il serait impossible de créer une armure sans les bons matériaux, mais Jegle lui a montré que pour ce faire, il avait besoin d'une gemme appelée gemme du dragon de feu mineur, semblable à une perle, obtenue en battant un dragon de feu mineur.
Cependant, même ce matériau ne pouvait pas contenir entièrement la puissance des slimes. Jegle a suggéré que si Yuji pouvait vaincre les très rares dragons de feu bleu mineurs, ces gemmes pourraient être suffisamment durables. Yuji a demandé si ces dragons habitaient le volcan, et on lui a répondu qu'il y avait de nombreux petits dragons de feu là-bas, et peut-être un bleu également. Cependant, le trouver et le vaincre serait une tâche extrêmement difficile, car ils étaient plus forts que les autres de leur espèce. Avant de partir, Yuji a demandé s'il y avait des dragons normaux dans la région. Jegle répondit que oui, mais qu'aucun n'avait été vaincu depuis un siècle. Il a recommandé à Yuji de s'en tenir aux mineurs. Avec ces informations, Yuji se rendit à la guilde des aventuriers et accepta toutes les quêtes liées aux dragons de feu. La réceptionniste était surprise. Yuji a déclaré qu'il utiliserait la magie pour les vaincre. Elle a expliqué que ce type de magie ne fonctionnait pas contre les petits dragons de feu, car ils étaient protégés par les joyaux sur leur corps, mais a ajouté que ces monstres étaient faibles face à l'eau. Yuji a répondu que la magie de l'eau était sa spécialité. Pour atteindre le volcan, il lui faudrait traverser une rivière infestée de piranhas mangeurs d'hommes. Il a également accepté la mission de les chasser. Arrivé au bord de la rivière, les slimes ont dit qu'ils chercheraient des informations auprès de quelqu'un qui connaissait l'endroit. Ils ont trouvé une boue rouge adaptée au feu, que Yuji a apprivoisée. Ce nouvel allié a déclaré que le volcan était sur ce jour-là. Yuji a essayé d'obtenir des informations sur les piranhas de la rivière, mais les slimes ne pouvaient pas voir à travers l'eau courante et ils ne pouvaient pas non plus nager. Face à la difficulté d'affronter les piranhas dans la rivière, Yuji créa une nouvelle magie appelée filet à slimes et jeta les slimes dans l'eau. Ils ont flotté sur la rivière jusqu'à ce qu'ils trouvent un trou profond au fond. 2 d'entre eux sont descendus pour enquêter, mais ont rapidement nagé désespérément, poursuivis par un piranha géant. La créature s'est retrouvée coincée dans le filet de boue et Yuji l'a sortie de l'eau, la gelant avec de la magie de glace. Cependant, le piranha a brisé la glace et l'a chargé, qui a esquivé à temps et a lancé une boule de feu à travers la boue. L'attaque a suffi à la vaincre. Yuji et son groupe ont continué leur voyage vers le volcan. Il avait maintenant plusieurs slimes de feu sous son commandement. Alors que les anciens et les nouveaux slimes parlaient entre eux, ils atteignirent le sommet du volcan sans se rendre compte qu'il y avait des dragons à proximité. C'est Yuji qui a dû leur rappeler la présence des monstres. Les slimes ont paniqué, et même lorsque Yuji leur a ordonné de commencer à travailler, ils ont tremblé de peur, disant que leur mère leur avait dit à quel point les dragons de feu étaient effrayants. N'ayant pas d'autre choix, Yuji décide de les affronter seul. Il a testé l'efficacité de la magie de l'eau en tirant un canon à eau léger sur le premier dragon mineur qu'il a rencontré. La créature est morte à cause de cela. Son corps s'est dissous en vapeur et le joyau a émergé de ses restes. Yuji a pris le bijou en récompense. Après cela, les slimes ont entouré le corps du dragon mort et ont soudainement perdu leur peur. Déterminés, ils coururent devant Yuji, et il partagea avec eux sa magie de canon à eau pour éliminer tous les dragons restants. Alors qu'ils pensaient que les dragons de feu étaient trop faibles contre l'eau, les slimes l'ont informé qu'ils avaient rencontré un dragon bleu. Il était plus grand que les autres et semblait beaucoup plus fort. Yuji leur a ordonné de l'encercler et a lancé des canons à eau à travers eux. Le dragon a pris l'impact comme un bain rafraîchissant, mais n'a pas été vaincu et a commencé à avancer vers les slimes. Yuji a conclu que l'eau seule ne suffirait pas et a essayé de la geler avec la magie de la glace, mais la créature a brisé la glace avec facilité. Il a rassemblé tous les slimes et a lancé le même sort avec 10 fois plus de puissance. Le dragon a fait fondre à nouveau la barrière de glace, mais a fini par tomber après l'effort. Yuji a gagné la bataille et le joyau est tombé du corps du dragon. Il croyait qu'il serait désormais capable de fabriquer l'armure. Il décida alors de rassembler les dragons restants et passa la journée entière à les exterminer. Il est revenu à la ville la nuit avec plus de 200 dragons de feu mineurs vaincus. La réceptionniste de la guilde n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait, surtout lorsqu'elle apprit que le piranha était au fond de la rivière, pas à la surface. Elle a immédiatement envoyé une équipe d'enquête d'urgence pour découvrir la raison du comportement inhabituel de la créature. Yuji est retourné à Jegle et lui a remis non pas un, mais 2 joyaux du dragon de feu bleu inférieur, en plus de 200 joyaux communs. Le forgeron fut impressionné par la qualité des bijoux et commença à travailler pour forger une armure digne du dompteur le plus fort du monde. En quelques jours, Jegle avait créé un collier avec le bijou bleu pour le loup de la fierté et un chapeau spécial pour le slim. Jegle a déclaré que c'était le meilleur travail qu'il avait réalisé jusqu'à présent. Il a demandé à Yuji de tester l'équipement. Le loup courait comme le vent, se sentant léger comme lui, et la boue était beaucoup plus rapide. Yuji voulait tester le fonctionnement de l'armure avec des impulsions magiques. Il a appliqué des améliorations de mobilité, de résistance et de défense à ses compagnons, et ils sont devenus 10 fois plus rapides. Satisfait du test, il entendit Jegle lui demander d'essayer également les attaques. Yuji a lancé le sort Distance Ice à travers le slim, et l'impact a été gigantesque. Les 2 forgerons furent choqués. Cependant, l'attaque a causé de nombreux dégâts au matériel. Jegle a averti que l'armure se briserait si des sorts encore plus puissants étaient utilisés. Jegle a expliqué que c'était la limite avec le matériel fourni. Si Yuji pouvait faire ressortir le joyau d'un dragon de feu ordinaire, il pourrait faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Cependant, l'artisan était certain que personne ne serait capable de vaincre un dragon ordinaire,
car il vivait à l'intérieur de la lave du volcan et n'apparaissait à la surface que de temps en temps. Yuji réfléchissait dans sa chambre à ce que Jegle avait dit, se demandant ce qui arriverait au volcan si le dragon émergeait de la lave. Les Slim l'ont alerté que les petits dragons s'agitaient. Il reconnut ce modèle, le même qui s'était produit dans la première ville. Il a immédiatement envoyé le Loop Ride et quelques Slim pour vérifier s'il y avait quelque chose de suspect dans le volcan. Peu de temps après, ils ont identifié 2 personnes qui escaladaient la montagne. Une forte détonation secoua la chambre de Yuji. Il sortit et vit que le volcan était entré en éruption, et au-dessus se tenait le dragon de feu géant, ressemblant à une figure divine. Le dragon rugit furieusement et Yuji contacta immédiatement ses compagnons pour vérifier leur sécurité. Heureusement, tout le monde allait bien. Malgré cela, le fier loup était terrifié par la proximité de la créature colossale. Alors que les Slim estimaient que la créature était incroyablement forte, Yuji leur a demandé de rester vigilants et de l'informer de tout signe de danger. Puis il remarqua que les 2 hommes s'approchaient du dragon en portant des barils sur leur dos. Yuji a envoyé un Slim furtif pour les suivre et a entendu leur conversation. Ils ont dit qu'ils seraient capables de vaincre le dragon avec seulement quelques barils d'eau, sur la base d'informations provenant d'une ville appelée Ordarian. Yuji soupçonnait qu'il s'agissait d'une autre ville et conclut qu'il pourrait aggraver la situation. Il lança un filet magique à travers sa boue, mais les 2 hommes furent suffisamment habiles pour l'esquiver. Yuji a compris qu'ils étaient des professionnels. Il soupçonnait qu'il y avait un lanceur de sorts à proximité, mais comme la boue était bien cachée, ils n'ont rien trouvé. Yuji pensait qu'il tenterait une autre attaque par derrière. Il prépara un autre filet magique et le lança à nouveau, mais cette fois, les chasseurs étaient préparés. L'un d'eux a sauté derrière le Slim et l'a poignardé avec un poignard. Yuji reconnaissait son intelligence, mais lui-même avait une longueur d'avance. Un autre Slim était déjà positionné pour les capturer avec un 2e filet. Le Slim blessé allait également bien, il avait juste peur. Les 2 hommes, désormais encerclés, se rendirent compte que le responsable ne pouvait être que le dompteur qu'ils avaient écarté de la liste, car d'autres tueurs le considéraient comme inoffensif. Suivant le modèle commun des agents de secte, les 2 récitèrent leur devise et mordirent dans des capsules de poison cachées dans leur bouche, mourant instantanément. Yuji a demandé à son Slim d'enquêter à l'intérieur des barils trouvés avec les 2 chasseurs et a découvert qu'il y avait quelque chose de similaire à des pierres magiques maudites à l'intérieur. Il décida de faire appel à un expert et planta un jeune arbre près du volcan pour invoquer la dryade. Lorsqu'elle est apparue, elle a déclaré que l'eau dans les barils était contaminée par une malédiction, pas aussi puissante que celle des pierres magiques, mais suffisamment forte pour mettre en colère le dragon de feu et lui faire détruire tout sur son passage. Yuji s'en doutait déjà, il purifia donc immédiatement l'eau et élimina une autre menace. La dryade, certaine que sa fonction avait été remplie, retourna dans la forêt à travers la plante invoquée, tandis que Yuji ordonnait à ses Slim de continuer à surveiller la situation. Bientôt, ils aperçurent plusieurs petits dragons de feu agités, puis l'aubergiste frappa à la porte de Yuji, lui demandant d'évacuer car il pouvait pleuvoir à tout moment. La ville entière était en fuite lorsque la pluie a commencé, ce qui n'a fait qu'irriter encore plus le dragon de feu. Yuji regardait de loin et réfléchissait à ce que le manager avait dit. La dernière fois que le dragon s'était réveillé sous la pluie, la ville avait été détruite dans les flammes provoquées par la fureur de la créature. Maintenant, tout indiquait que la même chose allait se reproduire. Le dragon commença à émerger du volcan, et le Loop Ride et les Slim coururent pour sauver leur vie. Le monstre atteignit la ville et posa ses yeux sur Yuji, qui à son tour regarda les habitants désespérés quitter leur maison. Il savait qu'il devait l'arrêter à tout prix. Entre le dragon et la ville, il y avait 2 rivières. Yuji a demandé au Loop Ride de vérifier si le dragon s'arrêterait lorsqu'il atteindrait le premier. À chaque pas, le sol se transformait en lave et la chaleur du dragon faisait évaporer l'eau de la rivière. Alors que le dragon s'approchait du rivage, Yuji attendit un signe de retraite, mais la créature entra simplement dans la rivière et rugit de douleur. La rivière s'est asséchée, les poissons étaient cuits et morts, et les Slim ont profité de la chaleur comme d'un sauna de fortune. Yuji réfléchit qu'une petite quantité d'eau suffisait à vaincre un dragon mineur, mais le vrai dragon n'avait même pas été secoué après avoir asséché une rivière entière. Alors que la créature s'approchait de la 2e rivière, Yuji renonça à attendre qu'elle s'arrête et ordonna à ses compagnons de se préparer à une grande bataille. Le Slim et le loup attendaient ses instructions. Le fier loup traversa la rivière en transportant les Slim à grande vitesse et se positionna devant le dragon. Yuji lança le sort de glace à distance de niveau intermédiaire contre l'ennemi, mais un seul des pieds du dragon était gelé, tandis que le sol autour de lui était recouvert de glace. La créature s'est libérée facilement. Yuji a ensuite ordonné à l'un des Slim de sauter et d'utiliser le même sort contre le visage du dragon, mais même cela n'a causé aucun dommage. La créature était maintenant suffisamment en colère pour utiliser son souffle de feu. Yuji a répondu à l'attaque avec le même sort, cette fois canalisé à travers 20 Slim, tout en cherchant dans son esprit une attaque plus puissante. N'ayant aucune raison de prolonger la bataille, Yuji demanda au loup de fierté de se retirer. Le dragon atteignit la 2e rivière, rugit en y entrant et traversa jusqu'à l'autre rive. Les Slim croyaient que s'il ne s'arrêtait pas, il détruirait la ville. Yuji, cependant,
a dit qu'ils avaient déjà gagné suffisamment de temps. C'était le moment qu'il attendait. L'un de ces slims a reçu l'ordre de désactiver la barrière qui avait été placée au point d'origine de la rivière. La barrière agissait comme un barrage, et lorsqu'elle fut retirée, l'eau accumulée descendit avec suffisamment de force pour renverser le dragon. Yuji avait préparé ce piège au cas où le dragon traverserait la première rivière. Grâce au retard causé par les slims, il a réussi à rassembler suffisamment d'eau pour l'attaque. Le fier loup est allé vérifier si le dragon avait été vaincu. Comme il ne bougeait pas, tout le monde pensait que la victoire était assurée. Cependant, le dragon s'est soudainement levé et les a presque carbonisés avec son souffle. Yuji a érigé une barrière au dernier moment pour les protéger. Peu de temps après, il ordonna à tout le monde de se retirer, alors que le dragon commençait à concentrer son attaque la plus puissante. Yuji a conclu que cette attaque pourrait détruire toute la ville et a décidé d'utiliser le sort de glace le plus puissant dont il disposait. Avec l'aide d'un slim équipé des meilleurs artefacts, il a lancé la magie appelée malédiction du permafrost. L'attaque est entrée en collision avec le souffle de feu du dragon. Pendant un certain temps, les deux étaient à égalité en termes de puissance, jusqu'à ce que le sort de Yuji prévale et gèle complètement le dragon et ses environs. Lorsque la glace a commencé à se fissurer, elle s'est complètement effondrée, ne laissant aucune trace de la créature. Seul le joyau du dragon est resté sur la congère. Yuji se sentait épuisé après avoir lancé une magie aussi puissante. En plus du bijou, les slims ont trouvé un autre objet inhabituel parmi les décombres. Plus tard, Yuji se rendit à nouveau dans la boutique de Jegle et montra le joyau rare au maître forgeron et à son apprenti. Ils étaient tous les deux stupéfaits et Yuji demanda de la discrétion. Jegle accepta et promit de créer l'objet le plus extraordinaire que Yuji verrait jamais en utilisant ce bijou. Ensuite, Yuji est allé à la guilde et a demandé à la réceptionniste des nouvelles d'Ordarian. Il a découvert que c'était une ville avec une très mauvaise réputation, connue pour privilégier sa vie privée avant tout et pour être hostile aux visiteurs et aux autres habitants. Après cela, il a retiré le deuxième objet trouvé dans l'épave et l'a montré à la réceptionniste, qui a identifié l'objet comme l'une des machines à pluie artificielle appartenant à la guilde. Chaque ville en avait un, mais le nom de la ville gravé dessus était effacé. Yuji a conclu que cela devait être lié à la ville appelée Ordarian. Quelques jours plus tard, Jegle a terminé l'équipement pour le slim de Yuji. Il a déclaré que c'était au moins un événement légendaire. Avec un adieu discret, Yuji quitta la ville sans même révéler son nom. Le maître forgeron retourna à son travail. Yuji se dirigea vers Ordarian et, comme il l'avait prévenu, fut accueilli avec hostilité. Les habitants le regardaient avec suspicion. Il a fait semblant de parcourir les tableaux de quête de la guilde, mais n'en a accepté aucune. Deux hommes sont entrés dans le bâtiment pour en discuter. Yuji, vigilant, envoya un slim pour les espionner et découvrit qu'ils étaient membres du culte de la Lune Bleue. Ils ont parlé de la façon dont Yuji avait été autrefois sur la liste des personnes à assassiner, mais avait été rayé parce qu'il avait été jugé inoffensif par les derniers bourreaux. Le membre de l'organisation connu sous le nom de Bureau a déclaré qu'il ne faisait pas confiance à la parole des assassins précédents et a déclaré qu'il voulait éliminer le dompteur le plus rapidement possible. Cependant, son partenaire Mustacho considérait qu'agir de manière imprudente pourrait compromettre leur position et les exposer prématurément. Ils ont commenté l'échec récent, car même après tous les efforts pour provoquer le dragon de feu, quelqu'un a réussi à le vaincre. Ils avaient donc l'intention d'informer leur maître Walter de ce qui s'était passé. Alors que Yuji réfléchissait à tout cela, le prêtre Steel et son jeune disciple s'approchèrent et le conduisirent à l'église, disant qu'il y avait quelque chose d'important à révéler. Steel a dit qu'une nouvelle révélation divine l'avait guidé vers cet endroit et qu'il attendait Yuji. Même si la guilde locale était sous le contrôle du culte de la Lune Bleue, l'intérieur de l'église était toujours un endroit sûr. Il a affirmé que Yuji était sur la liste noire de la secte, mais il savait déjà tout et a décidé de révéler son passé avec un homme nommé Walter. Steel a expliqué qu'il était autrefois membre d'une organisation religieuse appelée l'Église de la Lune Bleue et qu'il avait une position radicale pendant sa jeunesse. Le groupe a gagné des adeptes parmi les marginalisés de la société, et c'est ainsi que Walter a rejoint l'Église, devenant son bras droit. Walter semblait être pieux, mais en réalité, il avait de grandes ambitions et devait se débarrasser de Steel pour les réaliser. Un jour, Steel reçut une révélation divine lui ordonnant de démanteler l'Église, mais il n'eut pas le courage d'abandonner ses compagnons et ignora l'ordre. Peu de temps après, l'église a été attaquée par un groupe violent dirigé par Walter. Tous les dirigeants ont été tués, à l'exception de Steel. Walter a pris le contrôle de l'organisation et l'a transformée en une secte terroriste, utilisant son influence et sa propagande pour endoctriner les fidèles, les convainquant que sa mission était de purifier le monde. Steel, se sentant responsable de tout cela, révéla ses faits à Yuji et partagea une autre révélation récente. Le message disait qu'une lumière corrompue provoquerait le chaos dans le monde et qu'il devait guider l'émissaire divin pour restaurer sa grâce. En raison de la capacité de Yuji à manier le poignard de Katie, il a été qualifié de représentant divin et de héros destiné à affronter Walter. Cependant, Steel a caché une partie cruciale de la révélation. Elle a dit que la mort du guide déclencherait le véritable scénario, et il pensait que Yuji hésiterait s'il le savait. Plus tard, allongé dans son lit, Yuji réfléchit à l'histoire,
pensant que Steele essayait de lui attribuer le rôle d'un guerrier sacré basé uniquement sur des légendes. Mais en pensant aux légendes, il se souvint de ce que la réceptionniste lui avait dit à propos du dompteur légendaire, et décida d'en demander davantage au prêtre le lendemain. Cependant, lorsqu'il chercha Steele, il réalisa qu'il n'était pas dans l'église. Yuji a ensuite demandé à ses Slim d'enquêter pour savoir s'il avait quitté la ville. L'un des deux a rapporté que 2 prêtres ont été vus entrant dans la forêt dense à l'aube. Yuji a ordonné aux Slim de suivre les prêtres. Steele et son assistant avaient rencontré une barrière sombre devant eux. Le prêtre utilisa la magie divine pour le purifier et entra, arrivant au siège du culte de la Lune Bleue, un endroit qui ressemblait à la maison du boss final d'une aventure. Yuji suivit leurs traces et arriva à la grotte avec la même barrière, qu'il dissipa immédiatement avec un seul sort, malgré la peur des Slim. À l'intérieur, il a trouvé un groupe de terroristes inconscients. Quelques minutes avant l'arrivée de Yuji, Steele et son disciple étaient entrés dans la grotte et étaient encerclés par des gardes armés. Le prêtre se souvint de ses jours de gloire et renforça son propre corps avec de la magie, battant les gardes avec des techniques de combat au corps à corps. Il s'avança ensuite vers la salle du chef, où Walter et ses subordonnés l'attendaient. Là, Steele a de nouveau démontré ses compétences et a vaincu tous les serviteurs. Mais lorsqu'il a confronté Walter à propos de ses objectifs, son propre assistant l'a trahi, l'attachant et le laissant inconscient. Le jeune disciple était en fait un agent du culte de la Lune Bleue qui avait conduit Steele à cet endroit dans le but d'attirer le véritable héros. Steele avait seulement donné le poignard à Yuji pour combattre le dragon de feu, mais il avait attaqué plusieurs membres du culte tout seul, ce qui pouvait mettre en péril les plans de l'ennemi. Walter a déclaré que rien d'autre n'avait d'importance, car ses plans étaient déjà arrivés à l'étape finale. Avec l'aide de son dieu et d'une nouvelle méthode d'accès à ses pouvoirs, il changerait le monde comme il le souhaitait. Alors que Walter parlait de son destin, Steele déclara que Yuji viendrait et que si sa mort était nécessaire pour l'inspirer à sauver le monde, il accepterait sa fin. Walter accepta le souhait du prêtre et lança une malédiction arcanique sur tous ces hommes, les transformant en monstres ghouls sans cervelle. Steele était horrifié par une telle cruauté, mais Walter se contenta de rire. Juste au moment où le prêtre était sur le point d'être tué par son ancien disciple, Yuji fit irruption dans la pièce avec fracas. Il avait vaincu tous les monstres ghouls sur son chemin. Même s'il voulait parler à Steele, il réalisa que ce n'était pas le bon moment. Johan, le traître, a visé Yuji et a lancé une boule de feu. Yuji bloqua l'attaque avec une simple barrière et défit la corde magique qui liait le prêtre. Les deux ont brièvement parlé de la situation jusqu'à ce que Steele présente Walter à Yuji. Le méchant, curieux de rencontrer le héros, commença à parler, tandis qu'un appareil magique alimenté par l'énergie arcanique accomplissait sa tâche. Le circuit étant stabilisé, Walter ordonna à ses subordonnés ghouls d'attaquer Yuji. Les monstres avancèrent, mais Yuji les élimina avec des boules de feu invoquées par ses Slim. Profitant du moment, Walter se retira dans son château et verrouilla la porte. Dans la salle du trône, Walter était assis dans sa chaise magique construite spécialement pour lui. La structure a canalisé toute l'énergie stockée, élargissant ses muscles et ses tatouages. Alors que Yuji et Steele entraient dans la pièce, Walter proclama sa transformation et prit la forme d'un monstre ressemblant à une goule, faisant trembler tout le château. Yuji a essayé de mettre fin au combat rapidement et a lancé une boule de feu sur l'ennemi. Cependant, Walter était déjà devenu le roi des ghouls, et l'attaque n'eut aucun effet. Il a contre-attaqué avec un coup de poing qui a eu un impact énorme, mais le Pride Wolf a sauvé Yuji à temps. Yuji réalisa alors que Walter avait imprégné son corps de la grâce du dragon et que sa transformation n'était pas encore terminée. Le méchant arborait désormais des ailes, un troisième œil et des cornes. Les griffes de Walter poussèrent de manière grotesque et une queue jaillit de son dos, marquant sa transformation complète de roi des ghouls en dragon ghoul. Il commença à concentrer un rayon d'énergie pour tirer sur son ancien allié, mais Yuji leva ses barrières pour bloquer l'attaque. Comme cela n'avait aucun effet, Walter a opté pour un combat physique, mais Yuji avait déjà positionné une boue sous ses pieds pour lancer une boule de feu. Walter, maintenant beaucoup plus rapide, esquiva avec facilité, commença à voler au-dessus de tout le monde et déclara qu'il montrerait la véritable puissance du grand dragon. Yuji a conclu que l'ennemi continuerait à esquiver les attaques individuelles. Il ordonna donc au fier loup de sauter et de lancer les Slim dans les airs. Il a ensuite tiré une volée de boules de feu sur Walter, qui était encore assez rapide pour les éviter. Yuji a ajouté une autre unité d'attaque de front, et après quelques tentatives infructueuses, les tirs l'ont finalement touché. Malgré tout, Walter était trop fort pour être vaincu par une magie aussi simple. Yuji a alors décidé d'utiliser son arme secrète. Il lança une boue vers le loup Pride, le protégeant d'une explosion d'énergie pendant qu'il sortait une armure spéciale et la mettait. Avec les deux monstres équipés, Yuji a augmenté ses capacités physiques et magiques. Le fier loup se précipita à travers la grotte à grande vitesse, attaquant Walter avec des coups rapides et précis, forçant l'ennemi à battre en retraite. Le loup a positionné l'adversaire dans un endroit stratégique et le Slim armé a sauté. Yuji lança une boule de feu canalisée à travers lui, trop grosse pour que Walter puisse résister, et le projeta violemment au sol. Bien qu'il soit gravement blessé et semble incomplet, Walter s'est relevé. Observant les corps de ses alliés tomber autour de lui,
il absorba leur énergie vitale pour se régénérer. Il s'est ensuite envolé vers Yuji, qui a tiré une autre boule de feu. L'attaque a arraché l'un des bras de Walter, mais il l'a instantanément régénéré et a même fait pousser une autre paire de bras en consommant plus d'énergie des morts. Désormais encore plus fort et plus rapide, Walter résista à toutes les attaques de Yuji, qui réalisa que la grâce du dragon le renforçait au-delà de la normale. Déterminé, Yuji monta sur le Pride Wolf et commença une évasion stratégique tout en distrayant l'ennemi avec des boules de feu, le forçant à dépenser continuellement l'énergie absorbée pour se soigner. Alors que Walter utilisait l'énergie pour restaurer ses jambes, Yuji lança le sort d'annulation de la malédiction, transformant ses membres en pierre. Walter fut surpris, mais continua d'attaquer avec une série de coups de poing qui entrèrent en collision avec les barrières de Yuji. La force était si grande que le sol commença à céder et les défenses à se fissurer. Au moment critique, les Slims ont signalé qu'ils étaient prêts pour l'étape suivante. Alors que Walter continuait son attaque, les Slims lancèrent un filet magique sur lui. Le premier l'a immobilisé, puis Yuji a créé un autre filet dans toutes les directions, enveloppant l'ennemi comme une momie mal faite. Le méchant étant maîtrisé, Yuji a utilisé le sort flamme finale d'annihilation. L'impact a brûlé Walter jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la moitié de son corps. Malgré cela, il rit, déclarant que la victoire ne faisait aucune différence et invoqua son dieu, lui demandant de révéler la véritable forme de la prophétie à ce moment-là. Walter est mort après cela. Alors que les Slims célébraient, Yuji sentit que tout semblait avoir été résolu très facilement. Steel a accepté et a déclaré qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ensuite, les appareils et circuits magiques dispersés dans tout le château furent activés, absorbant toute la grâce du dragon qui restait dans le corps de Walter et les cadavres de ses disciples. L'énergie s'est rassemblée au sommet de la grotte et, avec une lumière intense, s'est condensée en un point et est tombée comme une étoile. En touchant le sol, il a pris la forme d'une entité humanoïde. C'était une fusion d'humain et de dragon. Il s'est présenté comme le sage. Yuji a demandé à Steel si c'était Walter, et le prêtre a révélé la dernière partie de la prophétie qu'il avait omise. La révélation disait que la mort du guide entraînerait l'émergence du sage, et Steel était prêt à mourir en croyant que Yuji deviendrait le héros destiné à sauver le monde. Cependant, ce qui émergea n'était pas le héros, mais plutôt le sage corrompu, renaissant grâce au sacrifice de Walter et de ses hommes. Yuji demanda à Steel qui était ce sage, et le prêtre répondit que dans les temps anciens, l'émissaire divin avait affronté le dragon bleu et était mort avec lui. Walter, à travers quelque chose qui s'apparente à une cérémonie d'invocation spirituelle, avait réincarné ce guerrier. Mais selon Steel, il n'y avait rien de divin dans le fait que cet être soit désormais. Le sage corrompu a utilisé le sort flamme finale du destin et a détruit toute la zone environnante. Yuji, même s'il était choqué de voir son attaque préférée utilisée contre lui, a réussi à se protéger. La forêt au-dessus du château s'est transformée en une mer de lave. Le sage prit son envol et Yuji décida de l'affronter. Il a appliqué toutes sortes d'améliorations à ses compagnons. Le loup fier a porté la boue dans les airs pour attaquer le sage avec une boule de feu, mais il l'a facilement bloqué et a contré avec le sort flamme finale d'annihilation. Le loup a échappé de justesse à une attaque qui aurait pu le tuer à plusieurs reprises. Yuji a ordonné aux Slims de se séparer. Ils ont sauté en s'appuyant sur des barrières physiques. Yuji lança alors un barrage de boules de feu sur le sage, qui bloqua tout avec ses mouvements rapides et une seule barrière magique. Lorsque le sage a préparé une flamme finale contre l'un des Slims, Yuji a utilisé la capacité furtive pour le sauver et a répondu avec une boule de feu énergisée par un équipement spécial, mais celle-ci a également été bloquée. Yuji réalisa que son mana s'épuisait, tandis que son adversaire semblait avoir une énergie infinie, étant donné la fréquence à laquelle il utilisait les sorts les plus destructeurs. En réponse, il ordonna aux Slims de s'unir et de lancer le sort glace à distance à son niveau maximum. Le sage a utilisé un bouclier magique pour se protéger, puis a détruit la glace autour de lui. Yuji a immédiatement réagi avec une attaque composée de plusieurs boules de feu fusionnées en un seul tir, qui a jeté l'ennemi au sol. Cependant, l'impact n'a pas causé de dégâts réels. Le sage répondit en amplifiant son sort de flamme 10 fois, et Yuji fit de même. Les deux attaques d'une puissance dévastatrice se sont heurtées et Yuji a fini par remporter l'affrontement, jetant le sage corrompu au loin. Cependant, il avait perdu trop de mana et savait qu'il ne pouvait pas continuer à se battre comme ça. Même après l'impact, l'ennemi n'avait pas une seule égratignure. Il a ensuite déclaré que le temps était venu d'apporter le salut au monde et qu'il porterait son coup final. Il rassembla toute la grâce du dragon restante dans la région, la condensa dans une sphère et la dispersa sur tout le continent, activant les machines à pluie artificielle avec cette énergie. En peu de temps, des nuages violets foncés recouvrirent toute la région et la pluie qui en tombait rendit les monstres partout violents. Différentes villes ont commencé à faire face à des difficultés face aux créatures agitées, et Yuji a aidé autant qu'il le pouvait grâce aux Slims qu'il avait laissés à chaque endroit. Le sage corrompu monta aux cieux et appela Yuji un jeune sage, disant qu'il avait perdu sa propre vie en essayant d'arrêter le dragon et que son âme était maintenant remplie de douleur et de regrets. Il a déclaré que peu importe le nombre de sages nés, des dragons encore plus forts émergeraient et plongeraient le monde dans le chaos. Il voulait donc sauver le monde en le détruisant complètement,
et Yuji comprit que son adversaire avait perdu la raison. Le sage corrompu l'attaqua avec le sort flamme finale, et comme les barrières de Yuji ne tiendraient pas longtemps, il contre-attaqua avec son propre sort. La bataille entre les deux a provoqué un spectacle de lumière semblable à un feu d'artifice nucléaire dans le ciel. Alors que Steel regardait le combat avec émerveillement, il reçut une autre révélation. Yuji continua d'affronter son ennemi, mais ses slims l'informèrent que des monstres attaquaient chaque ville qu'il avait traversée, et il se sentait responsable de les aider. Le sage corrompu s'est moqué de lui, déclarant que son pouvoir ne suffirait pas à sauver le monde, et tandis que Yuji le tenait occupé, il a essayé de coordonner leurs actions à distance, pour finalement conclure qu'il ne pouvait pas protéger tout le monde en même temps. Cependant, ses actions précédentes avaient inspiré tous ceux qu'il avait rencontrés au cours de son voyage, et maintenant ces personnes étaient déterminées à protéger leur ville avec leur propre force. Yuji se sentit soulagé en réalisant cela et réfléchit que dans sa vie précédente, il avait toujours porté tous les fardeaux seul, sans demander de l'aide à personne. Ce comportement est devenu une habitude, et il l'a répété dans ce monde. Mais à ce moment-là, il a compris que partager les responsabilités avec les autres n'était pas une mauvaise chose. Il décida alors de renforcer ses alliés en leur lançant plusieurs sorts d'amélioration physique et magique, les rendant suffisamment forts pour se défendre. Tout le monde étant prêt, Yuji tourna son attention vers le combat final. Avant cela, il avait reçu un message de Steel disant que le dieu était furieux et que lorsque le soleil et la lune se rencontreraient, il apporterait son jugement. Yuji pensa qu'il ne pouvait pas attendre l'aide divine et prit la potion de restauration de mana qu'il avait reçue de la Dryade, retrouvant son état optimal. Il a demandé au Pride Wolf de s'occuper de Steel pendant qu'il utilisait des barrières pour sauter par-dessus et affronter le sage corrompu de front. L'ennemi a demandé pourquoi Yuji résistait au chemin du salut et pourquoi il essayait si fort de sauver ce monde. Yuji pensa aux amis qu'il s'était fait là-bas et conclut que le monde n'avait pas besoin d'un nouveau chemin. Le sage corrompu accepta cette réponse et dit qu'en tant que deux sages, ils devraient se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Il semblait confiant qu'ils gagneraient. Ils commencèrent tous les deux à lancer des sorts de flamme finale à plusieurs reprises. L'ennemi prétendait que le corps humain avait une limite pour résister à autant de magie, alors que lui n'avait pas une telle limitation. Yuji savait que c'était vrai, mais il a ensuite reçu une notification indiquant qu'il pouvait utiliser le sort frappe divine. Il se demandait si c'était le jugement mentionné dans la révélation de Steel. Comme il avait déjà utilisé cette compétence contre le dragon bleu, il n'hésita pas à l'utiliser à nouveau. Il invoqua un éclair divin qui frappa le sage corrompu et le jeta violemment au sol. Le système indiquait toujours que le sort pouvait être réutilisé, alors Yuji le répéta autant de fois que possible. Malgré cela, le sage corrompu resta debout, bien que clairement affecté par l'effet d'étourdissement de la frappe divine. Yuji a décidé d'utiliser quelque chose de plus puissant pour mettre fin au combat. Il ordonna aux Slim de se positionner, tandis que l'ennemi préparait également son attaque finale. Yuji lança le poignard de Katie en l'air et canalisa Divine Strike dedans, provoquant la dissipation des nuages sombres tandis que la lame brillait de mille feux. Au même moment, la lune éclipsa complètement le soleil, accomplissant ainsi la première partie de la prophétie que Steel venait d'interpréter. Yuji attrapa le poignard en plein vol et plongea vers le sage corrompu, qui était sur le point de lancer son attaque ultime. L'ennemi était enfermé dans 6 couches de barrières, mais il les a facilement franchies. Yuji a ensuite utilisé le pouvoir du joyau du dragon de feu pour lancer un puissant tableau d'isolement, piégeant lui-même et l'ennemi à l'intérieur. Il enfonça le poignard énergisé dans le corps du sage corrompu et libéra toute la force de la frappe divine en lui. L'énergie était trop forte pour le corps de l'adversaire, qui a commencé à se fissurer et a finalement explosé, détruisant même la barrière indestructible qui l'entourait. L'explosion fut si intense qu'elle dispersa les nuages sur tout le continent. Yuji est sorti indemne de l'impact, enveloppé d'une lumière dorée alors qu'il descendait comme un véritable émissaire divin. Steel le regardait simplement avec admiration. Lorsque Yuji toucha le sol, il tomba, mais resta conscient. Il sourit, croyant que le monde était enfin sauvé. Il ne resta pas pour célébrer, car il savait qu'Ordarian était le bastion du culte de la lune bleue. Il n'y aurait pas de festivité à cet endroit après la défaite. Il a confirmé la situation dans les autres villes avec ses Slims et a découvert qu'ils célébraient tous la victoire. Les Slims à côté de lui dansaient également de joie, et Yuji trouvait agréable de voir que tout le monde s'amusait. Quelques jours se sont écoulés depuis la bataille. Bien qu'il ait vaincu le sage ressuscité, Yuji n'avait pas encore touché au véritable fondement du culte de la lune bleue. À Ordarian, les chefs de la secte ont tenu une réunion et le supérieur local a déclaré que la mort de Walter n'avait pas d'importance, car leur arme ultime, nom de code purificateur, était déjà complète. Il ne s'agissait plus d'un réacteur nucléaire, mais plutôt d'un phénomène tout droit sorti d'une histoire de science-fiction. Une fois activé, il détruirait tout le continent. Le responsable de cette partie du monde a déclaré que tout le monde là-bas mourrait si le purificateur explosait, mais ils ont considéré ce sacrifice nécessaire. Avec cela, ils espéraient atteindre leur objectif ultime et vaincre le dragon noir de la ruine. C'était la véritable mission du culte de la lune bleue, et ils n'hésiteraient pas à faire tout ce qu'il fallait. Grâce au Slim infiltré, Yuji entendit tout et soupira,
car cette nouvelle avait ruiné la saveur de son repas. Il y avait encore plus de bombes à neutraliser et un autre dragon à vaincre. Lorsque son Slim l'a averti qu'il y avait un visiteur, un énorme tigre est apparu, suivi d'autres qui ont entouré Yuji. Il les a affrontés et les a vaincus. Le lendemain, il se rendit dans la ville la plus proche et déclara qu'il voulait accepter une mission de chasse au tigre, car il l'avait déjà accompli. La réceptionniste a été surprise par l'exploit et a dit qu'elle voulait enregistrer cet exploit sur le CV de tous les membres de son groupe. Mais Yuji a affirmé qu'il avait tout fait tout seul. La jeune fille a interprété cela comme un traumatisme et a cru qu'elle avait perdu ses compagnons et que, par conséquent, elle imaginait qu'il n'avait jamais existé. Elle a commencé à pleurer et à le réconforter. Le maître de la guilde est apparu et elle s'est rendue compte que les tigres avaient été vaincus par une seule personne, utilisant la magie du feu. Il a demandé à Yuji s'il était un mage, et il a seulement répondu qu'il était un dompteur. La mauvaise nouvelle concernant sa vie privée était que le maître de guilde avait entendu parler d'un certain dompteur qui était célèbre pour utiliser la magie de manière exceptionnelle. Dès que ces mots furent prononcés, tous les présents reconnurent Yuji comme le héros légendaire qui avait affronté d'innombrables monstres, sauvé de nombreuses villes et même vaincu des dragons légendaires à lui seul. Son identité étant révélée, Yuji se demanda ce qu'il devait faire à partir de ce moment.